Alors bonsoir tout le monde, je me présente, je suis Mohamed Zerouali, enseignant de français. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo afin d'étudier une œuvre, à savoir Le dernier jour d'un condamné. Dernier jour d'un condamné. Le dernier jour d'un condamné, c'est une œuvre littéraire très connue et qu'on étudie dans la première année du baccalauréat. Alors, commençons par savoir qui est l'auteur de cette œuvre, en quelle année est-elle publiée, ou qui est le personnage aussi principal de cette œuvre, et au fur et à mesure, on va découvrir tout cela. D'abord, Le dernier jour d'un condamné de son écrivain Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un écrivain français très connu et ce n'est pas juste un simple écrivain. Je peux dire aussi que c'est un écrivain, poète, dramaturge et romancier. Victor Hugo, c'est un écrivain né le 26 février 1802 à Besançon. Est mort le 22 mai 1885 à Paris. Alors, comme je l'ai dit, c'est un écrivain très connu. Alors, je vais citer quelques ouvrages écrits par ce dernier. Alors, parmi ces ouvrages que je vais distinguer, d'abord, pour les romans, je cite Notre-Dame de Paris. C'est un roman très connu, écrit en 1831. Il y a aussi Les Misérables, comme poésie. Je peux citer son recueil Les Contemplations, publié en 1856. Et finalement, dans le théâtre, et je cite Hernani, pièce très connue, publiée en 1830. Alors là, j'ai donné toute information consacrée à notre écrivain Victor Hugo. Alors je répète ou je récapitule en disant que c'est un écrivain, poète, dramaturge et romancier né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Victor Hugo a
écrit pas mal d'ouvrages, parmi lesquels j'ai cité dans les romans Notre-Dame de Paris, Les Misérables, dans la poésie on trouve les Contemplations, et finalement le théâtre, et j'ai cité Hernani qui était publié en 1830. Alors, et Victor Hugo est un écrivain, bien évidemment, qui appartient au mouvement littéraire, à savoir le romantisme. D'accord, le romantisme. Maintenant, après toute information donnée sur Victor Hugo, notre écrivain du roman Le dernier jour d'un condamné, passons à donner des informations sur ce roman. Alors, Le dernier jour d'un condamné, Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse publié en 1829. D'accord? Alors, je viens de dire que c'est un roman à thèse. C'est quoi un roman à thèse? Par contre, aux autres types de romans, le roman à thèse, c'est un roman qui a pour but ou qui constitue un plaidoyer politique pour un sujet quelconque. Ici, dans notre texte, le sujet est l'abolition de la peine de mort. Alors, on récapitule tout ce que je viens de dire. Alors, ce genre de roman constitue ou a pour but, d'accord, constitue un plaidoyer politique pour but, c'est d'abolir l'abolition de la peine de mort. On dit peine de mort, peine capitale, etc. Alors, je récapitule. Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse publié en 1829. Ce genre de roman constitue un plaidoyer politique pour l'abolition de la peine de mort. Maintenant, après cette présentation de l'œuvre, en général, on a commencé par le titre, c'est le dernier jour d'un condamné. Puis, passons par l'auteur qui est Victor Hugo. On a donné et on a cité pas mal de titres et d'informations liées à ce dernier. Puis, nous sommes passés à faire la présentation de cet ouvrage. Alors, maintenant, on va se focaliser sur le premier chapitre, autrement dit, l'incipit. Étude de l'incipit. Alors, pour suivre avec moi,
je vous invite à prendre votre œuvre entre les mains et suivre dans la première page, à savoir l'incipit. Déjà, c'est noté, d'accord? Je commence par lire et suivez attentivement et puis nous allons passer à faire l'analyse de ce petit extrait, à savoir l'incipit, pour dégager pas mal d'informations et pour dire d'abord quel est le rôle de cet incipit, quelles sont les informations qu'on peut trouver dans un incipit de quelqu'un roman. Alors je lis. Condamné, Bicêtre, condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisies. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques, cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marionnettes. C'était toujours fête dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction face à face avec moi, misérable, et me secouant dans ses 2 mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillé, épie mon sommeil convulsif, et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle et me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve !» Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot. Il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille « Condamné à mort ». Alors là, je viens de vous lire le passage où l'incipit de notre œuvre Le dernier jour d'un condamné. D'accord? Alors passons maintenant à voir ce que veut dire un incipit, quelles sont les informations données dans un incipit, etc. D'abord, quand je dis l'incipit, ça veut dire le premier chapitre d'une œuvre. Je répète, l'incipit, c'est le premier chapitre d'une œuvre. Et dans ce chapitre, toujours, on a toute information sur le personnage, le lieu et peut-être l'action. On a peut-être pas mal d'informations sur ce qui va arriver par la suite. Alors, l'incipit est le premier chapitre, bien entendu.
d'une œuvre quelconque. Alors, passons maintenant au texte. On va se focaliser plutôt sur le texte. Maintenant, quelles sont les informations données dans cet incipit? Dès la première lecture, on a bicêtre. Le premier mot, c'est bicêtre. 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 Et puis, juste après, dans la ligne suivante, on a condamné à mort. Condamné à mort. Alors, quand je dis condamné à mort, directement, ça veut dire un prisonnier. Un condamné à mort est sûrement dans une prison. Et d'ici, j'ai une information que le lieu, c'est Bicêtre. Et que Bicêtre, c'est une prison. Alors, le condamné est dans une prison. C'est un prisonnier. Maintenant, on a la première phrase. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Alors, voilà 5 semaines d'incarcération, autrement dit. Voilà 5 semaines que ce condamné à mort, que ce personnage anonyme, bien entendu, parce qu'on n'a aucune information sur son nom ou son prénom, alors c'est un personnage anonyme qui est emprisonné dans une prison nommée Bicêtre. Et voilà déjà 5 semaines d'incarcération. Alors, ça, c'est le lieu. Le lieu. Je passe au temps. Le temps, on a la petite phrase. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Quand je prends la phrase telle qu'elle est, c'est une citation. Voilà 5 semaines. Je termine pas parce que le plus important est ici, dans ces mots-là. D'accord? Alors, ça, c'est le temps. 5 semaines. 5 semaines. Maintenant, on a une idée aussi sur le sujet. Le sujet. Le sujet principal, c'est l'idée de la condamnation à mort. La condamnation, bien entendu, du personnage principal. Alors, le personnage, aucune information donnée sur ce dernier, sauf qu'il est un condamné à mort. Un condamné à mort. Personnage anonyme. Anonyme, ça veut dire son nom. On ne sait pas son nom. D'accord? Alors, voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Cette pensée, à votre avis, quelle est cette pensée? Toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Alors, dans ces mots-là, on comprend que c'est une mauvaise pensée, une grave et horrible pensée, d'accord, qui passe tout le temps à déranger ce dernier. Cette pensée, ça veut dire la mort ou la condamnation à mort. Alors, cette pensée est la mort, la condamnation. D'accord?
Autrefois. Regardez maintenant. Maintenant, autrefois. Une analepse, un retour en arrière, un flashback. Notre personnage nous fait un flashback, un retour vers son passé. Peut-être on aurait dans ce passage une sorte de comparaison entre sa situation de passé et sa situation de présent. Alors, j'ai dit, on a un retour vers le passé. Et cela se remarque bien dans le mot autrefois. D'accord? Et aussi, il y a plutôt des années que des semaines. Tous ces mots, ce sont des indicateurs temporels, bien sûr. On a des indicateurs sur le temps. Aussi, ça, on le remarque dans la conjugaison des verbes. D'accord? Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais. D'accord? J'étais. Dans la première phrase, il nous a dit « J'habite avec cette pensée ». Il a utilisé le présent. D'accord? Parce que c'est son actualité, sa situation présente. Il est emprisonné dans un cachot. D'accord? Il est fermé dans un cachot. Alors, mais juste après, quand il a commencé à faire un retour vers l'arrière, il nous a dit autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines. J'étais un homme comme un autre homme. Il n'a pas dit je suis un homme comme un autre homme. Parce que dans sa situation présente, il voit qu'il n'a pas les mêmes, d'accord, caractères ou les mêmes avantages que les autres hommes. Alors, maintenant, j'ai dit le verbe être. J'étais. D'accord? J'étais. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Avait. Avoir. Avait. Et d'autres verbes qui sont des indicateurs, bien sûr, temporaires, ou ce sont des verbes conjugués. D'accord? Alors, maintenant, passons à voir, ici, quand je lis ce passage, autrefois, car il me semble autrefois qu'il y a plutôt des années que de semaines, j'étais, etc. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie, etc. Puis passons au troisième paragraphe. Maintenant, après l'analepse ou après son flashback ou son retour en arrière, ici j'ai oublié de le noter, flashback, analepse. On dit une analepse. Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire on a deux moments opposés. Un moment lié à son passé où le personnage était toujours libre, d'accord? Il profitait de chaque jour, chaque heure, chaque minute de sa vie. Et un autre moment, c'est le moment actuel, son présent. Maintenant, avant, il y avait la joie de vivre, il était heureux, satisfait, profitant, dégustant sa vie. Mais maintenant, non, il n'est plus libre. Il nous a dit cela dans le passage. Il est captif. La captivité. Avant, il était libre, la liberté.
Alors, essayons de classer cela dans un tableau pour voir ça. Alors, on a, je viens de dire, deux moments opposés. Deux moments opposés. Et comme je viens de le dire, essayons de les noter sous forme de tableau ou de les schématiser comme vous voulez, juste pour avoir une idée. D'accord. Commençons par, on a dit, moment passé. Et le moment passé, on a dit analepse. Analepse. D'accord? Alors, quand je me jette dans le texte et je lis autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que de semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant, etc. Il était heureux. Il était jeune. D'accord? Il s'amusait, il profitait de sa vie. Alors notre personnage, d'accord, dans cette situation pénible, trouve un refuge à travers son retour vers le passé. Alors, pour lui, son passé représente sa joie. Le moment de la joie, d'accord, qui est présenté dans sa jeunesse. Il était jeune, d'accord, et aussi richesse. Il était riche d'esprit. Richesse d'esprit. Et prenons cela, dégageons cela dans le texte quand il dit mon esprit. C'est une citation. Mon esprit jeune et riche. Toujours, à chaque fois que vous dégagez une idée du texte, essayez de trouver les mots ou une justification dans le texte. N'allez pas chercher ailleurs, d'accord? Essayez de rester toujours lié au texte que vous avez sous vos yeux. Et on a remarqué aussi que dans sa situation actuelle, à savoir le présent, à savoir qu'il est dans un cachot, renfermé dans un cachot, il n'a plus d'idées, il n'a plus de pensée, il n'a rien. Il est toujours coincé dans une seule idée. Mais avant, non. Avant, il dégustait chaque moment de sa propre vie. Chaque jour, chaque heure et chaque minute avait son idée. Il avait plusieurs idées. D'accord? Peut-être il pense à sortir, il pense à aller au cinéma, à marcher, à faire X ou Y chose. Mais maintenant, non. Il a une seule idée, c'est sa condamnation à mort, c'est la mort. Alors, avant, j'ai dit qu'il avait des idées agréables et fantaisistes. Des fantaisies, d'accord? Retournons au texte. Chaque jour, chaque heure, chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque minute, chaque minute avait son idée. Regardez notre pauvre personnage. Regardez comment il dégustait, il profitait de chaque instant de sa vie. Par contre, maintenant, non. Il est dans un cachot entre quatre murs
il ne peut rien faire que penser à cette horrible idée, à savoir la peine de mort, et dont il ne peut pas s'échapper d'elle, malheureusement. Même s'il dort, d'accord, cette idée le vient sous forme de cauchemar. Alors, dans le début, on a dit que c'est un personnage, on a compris que dans son passé, c'était un jeune, un riche d'esprit qui profite de sa vie et que chaque minute de sa vie avait son idée. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça nous donne une information qu'il est jeune d'esprit. Et il avait la chance, d'accord, quand je dis il avait la chance, je dis ça par rapport à sa propre situation de l'actualité. Alors, avant, il avait des relations d'amour, etc. Et cela est clair dans le texte. Et puis, encore des jeunes et de sombres promenades la nuit. D'accord? Des jeunes filles. Alors, cela est bien dit dans le texte. Alors, aventure amoureuse. Je pars, citation. Et puis, encore, et puis encore, des jeunes filles. Des jeunes filles, etc. Tout cela, on peut le récapituler dans un seul mot. La, c'est la liberté. Liberté. Il nous a dit, j'étais libre. Notre personnage était libre. Par contre, maintenant, il est captif. D'accord? Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. D'accord? Et là, il avait une liberté totale de penser à n'importe quoi, à n'importe qui. Mais maintenant, il ne pourra jamais faire cela parce qu'il est entouré, d'accord, d'une seule idée, d'accord, qui lui vienne. Et c'est l'idée de sa condamnation. Maintenant, on a vu le moment du passé. Passons à voir le moment présent. Le moment présent, d'accord, on a un condamné à mort. D'accord? Dans un cachot. Dans un cachot. Retournons au texte. Maintenant je suis captif. Non, c'était toujours... Oui, maintenant je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Regardez, avant, il nous a dit que son esprit était riche. Plusieurs idées. Mais maintenant, non. D'accord? Il ne pourra jamais refaire sa vie de passé. Alors, on a la souffrance. Le pauvre condamné à mort souffre. La souffrance des deux, à savoir la souffrance du corps, une souffrance corporelle et de l'esprit. Quoi d'autre? Alors, prenons la citation du texte. Mon corps faire dans un cachot.
Mon corps est offert dans un cachot. Quoi d'autre? On a aussi mon esprit est en prison dans une idée. Mon esprit prison dans une seule idée. Et là, l'idée, c'est la mort. Cette horrible idée, d'accord, dont le narrateur est accablé tout le temps. Alors, c'est une idée dont le narrateur est accablé tout le temps. Voyons la citation dans le texte. Toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Alors, toujours seul avec elle. Quoi d'autre? Toujours glacé de sa présence. On dirait il parle d'une personne, d'accord? Et pas d'une idée. Toujours courbé sous son poids. Alors, cette réalité, d'accord, dont souffre notre personnage, c'est une, comment dirais-je, c'est une réalité aussi terrifiante qu'un cauchemar. D'accord? Regardez, je viens de m'éveiller, condamné à mort. D'accord? La captivité. On vient de citer avant, dans son passé, c'était la liberté. Et il nous a dit j'étais libre. Maintenant, je suis captif. Alors, c'est une réalité terrifiante qu'un cauchemar. Voilà la citation. Il nous a dit je viens de m'éveiller. Retour toujours vers le texte. Où est la phrase? Je viens de m'éveiller en sursaut poursuivi par elle en me disant, etc. D'accord? Jusqu'à la fin. Alors là, c'est une situation terrible, horrible, effrayante dont souffre notre personnage. Alors, on a dit l'actualité. L'actualité ou le moment présent représente la captivité.
On a la citation. Il nous a dit, maintenant, je suis captif. Clair et net. Le pauvre est dans une idée obsédante et polymorphe qui change constamment de forme. À chaque fois, cette idée vient d'une forme nouvelle et différente de l'autre. Alors, le narrateur présente l'idée de la mort sous plusieurs aspects. On verra ça dans le texte. D'abord, quand je lis le texte, c'est une pensée froide et pesante, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. D'accord? Puis, c'est une cellule d'esprit. Il est renfermé dans cette idée. Mon esprit est en prison dans une idée. L'idée de la mort. C'est une créature horrible, infernale, implacable. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. D'accord? Il nous a comparé cette idée de mort par une femme seule et jalouse à l'obsession. Seule, regardez la citation, seule et jalouse, chassant toute distraction face à face avec moi, misérable, le pauvre condamné. Cette idée prend plusieurs formes, d'accord? Et dans ses rêves, le narrateur trouve cette dernière sous forme d'un couteau. Regardez l'horreur. C'est grave. Le pauvre, il souffre. Alors, le condamné. Je peux dire le condamné, le personnage principal, le narrateur. Alors, le condamné présente l'idée. L'idée de la mort sous plusieurs aspects. Alors, quand il nous a dit toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids, on comprend que cette pensée, c'est une pensée pesante, grave et froide. C'est une pensée froide et pesante. Puis, il nous dit, mon esprit est en prison dans une idée. Alors, l'esprit est dans une cellule. D'accord? L'esprit est en prison, etc. Avant, il nous a dit que son esprit était libre. Chaque minute, chaque heure, chaque seconde de sa vie avait une idée. Maintenant, non. Alors, esprit, je peux dire cellule d'esprit. D'accord? C'est une créature. Regardez, le personnage nous décrit cette idée de mort comme une créature horrible, infernale, une sanglante, une implacable idée. D'accord? Alors, quand il nous dit
Une horrible une sanglante une implacable idée. Alors, en lisant cette citation, on dirait c'est une créature. Une horrible créature, même je peux dire monstrueuse. Puis, il passe à nous donner une autre image loin de celle-ci, à savoir en disant seul, je suis seul et jaloux, elle est seule et jalouse, chassant toute distraction face à face avec moi, misérable. On dirait là, il parle d'une femme. Il parle de son amour. D'accord? D'une personne quelconque. Mais non, il parle toujours de la même idée, celle de la mort. Alors, reprenons la citation. Seule et jalouse. La jalousie. Chassant toute distraction. Oui, face à face. Avec moi, misérable. Alors, pour le personnage, cette idée prend la forme d'une personne, plutôt d'une femme jalouse. D'accord? Puis, après cette description, enfin, il nous vient et il nous déclare, il nous révèle que même si quand il cherche à s'échapper de cette idée et d'aller dormir, cette dernière est toujours présente. D'accord? Même s'il dort, elle est là, dans ses rêves, dans ses cauchemars, présente. Alors, il n'y a aucun échappatoire de cette horrible pensée. Alors, regardez dans la citation, qu'est-ce qu'il nous a dit? Toutes ces citations sont dans le texte, dans ce petit incipit. Alors, et reparer dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Vous avez compris? Alors, il a pris, regardez l'horreur de cette idée. Et il lui vient sous forme d'un couteau. Alors, je peux dire que cette idée est présente même dans ses rêves. Le pauvre, au lieu d'avoir des beaux rêves, il souffre toujours de cette idée. Maintenant, passons à voir le champ lexical utilisé pour décrire cette peine de mort, cette horrible et sanglante idée. Tout le champ lexical qui est en relation avec la mort,
avec ses sentiments de peur, d'angoisse et de souffrance et même de captivité, sachant qu'il est dans une prison. Alors, je passe au champ lexical. Le champ lexical. Le champ lexical. Commençons par le lieu. Il est dans une prison. Dans un cachot, ça veut dire dans une prison. Cherchons dans le texte tout mot qui est en relation avec la prison. D'accord? D'abord, on a dit qu'il est captif. Voilà. Il n'est plus libre. Il est où? Dans un cachot. D'accord? Cellule. Et il nous a dit, regardez, je retourne toujours vers le texte, je lis mon texte. Oui, je viens de m'éveiller, etc. L'horrible réalité, voilà. Sur réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée, voilà. La dalle mouillée. Quoi d'autre? Après la dalle mouillée, j'ai essuyante de ma cellule. Je viens de citer cellule, les rayons, la lampe de la nuit, la trompe grossière des vêtements, etc. Voilà pas mal de mots en relation avec le cachot. D'accord? On a les grilles, on a les gares, tout ça on va le voir au fur et à mesure. Maintenant, passons à la souffrance. La souffrance et la peur. On a seul, je suis seul avec cette idée. Seul, la solitude, d'accord? Il nous a dit, je suis captif, glacé, courbé, d'accord? Misérable, moi misérable. Regardez comment il décrit sa propre situation. Et cette idée qui l'obsède. Alors, qui m'obsède. Obsédé. D'accord? Comment sont ses yeux? Des yeux lourds. Il n'arrive ni à dormir, ni à vivre comme avant, le pauvre. Venons maintenant vers le thème principal, à savoir la mort. C'est une idée, d'accord, fatale, sanglante et infernale. Regardez la façon de décrire cette peine ou cette mort. C'est comme ça qu'on dégage le champ lexical de n'importe quel texte. Je vais citer maintenant quelques figures de style et je vais pas trop m'attarder sur les figures de style parce que je vais essayer de faire une autre vidéo consacrée justement à l'étude des figures de style qu'on a dans cet ouvrage. Alors, les figures de style.
figure de style. Retournons vers le texte. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Elle est toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Quand je viens de le citer avant, on dirait il nous parle d'une personne. D'accord? On dirait il nous parle d'une personne. Et aussi, alors là, je chercherai une autre phrase qui est plutôt bien claire pour... Alors, autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Un homme comme. Alors là, comme. C'est la comparaison. La comparaison. La phrase. J'étais un homme comme un autre homme. Alors, le moyen, l'outil de comparaison, bien clair, c'est comme. Ici, la comparaison, d'accord, désigne l'égalité. Ou plutôt, l'égalisation. D'accord? Il y a, pour la comparaison, on trouve 3 formes. On a d'abord la supériorité, l'infériorité. D'accord? Commençons par... Alors, je viens de dire l'égalité et pas l'égalisation. Alors, ici, j'étais un homme comme un autre homme. Comme, c'est l'outil de comparaison, le personnage se compare à un autre homme de sa propre situation. D'accord? Dans ce passé. J'ai dit que toujours on a dans la comparaison l'infériorité, l'égalité comme on vient de voir et la supériorité. D'accord? Alors ici, pour exprimer la comparaison, l'égalité, je peux trouver pas mal d'outils de comparaison comme pareil, semblable, etc. Autant l'infériorité. L'infériorité, si je dis il a eu une note inférieure à celle de sa sœur. Inférieure. Pour exprimer l'infériorité, je peux utiliser inférieur, moins, moins de, moins que, etc. D'accord? Pour exprimer l'égalité, c'est ce qu'on vient de citer maintenant, comme, pareil, semblable, etc. Autant que, etc. La supériorité, d'accord? Pour exprimer la supériorité, je peux dire, je vais donner un exemple tout d'abord. Exemple, il est plus fort que
son frère. Alors voilà, il est plus fort, l'adjectif c'est fort, d'accord, la force. L'outil c'est plus que, d'accord, plus fort que. Alors pour exprimer Néa, on exprime la force, d'accord, on comprend que le personnage ou la personne A est plus fort que l'autre personnage ou la personne B. La force, la comparaison ici est superlative au niveau de la force. Pour exprimer la supériorité, je peux dire plus de, plus que, je peux dire supérieur, etc. Alors, dans notre texte, la citation ou la phrase qui exprime une comparaison est claire dès la première lecture. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, alors, j'étais un homme comme un autre homme. Là, c'est la phrase qui exprime la comparaison. D'accord? Maintenant, chaque jour, chaque minute, chaque pensée avait son idée. Regardez comment il décrit en détail. Regardez, on a, j'ai dit ici, la comparaison. Maintenant, dans cette phrase, regardez le mot qui se répète. Chaque jour. Chaque heure. Et chaque minute. Le mot qui se répète, c'est chaque. En tête de chaque phrase, chaque jour, virgule, chaque heure, virgule, chaque minute. Regardez comment on passe d'un niveau à un autre. Chaque jour, puis chaque heure, puis chaque minute, peut-être chaque seconde, etc. Tout ça, c'est quoi? Cette figure de style, c'est la gradation. C'est la gradation. C'est la gradation. Alors, je vais m'arrêter ici et la vidéo prochaine serait consacrée aux figures de style qui existent dans ce passage et aussi dans cet incipit et aussi dans l'œuvre intégrale. Nous allons étudier au fur et à mesure les figures de style, découvrir les types de figures de style qui existent, leur rôle, comment les utiliser, comment les découvrir, tout ça au fur et à mesure serait noté et serait bien expliqué et vous le trouverez dans ma chaîne et sur mes vidéos si Dieu veut, Inch'Allah. Et merci beaucoup.